Dans les échelles de difficulté d'organisation, on peut dire qu'organiser ses vacances, c'est difficile. Ce n'est rien comparé à un déménagement. Et un déménagement n'est rien comparé à l'organisation d'un mariage. Mais ce qui se trouve au sommet de la pyramide des difficultés, c'est très probablement réaliser des traités de paix qui sont censés réorganiser une partie du monde. Ces traités sont censés être le point final d'événements historiques hors du commun. Il n'y a qu'un véritable précédent de ce type dans l'histoire. Le Congrès de Vienne de 1814-1815 qui eut pour but de réorganiser une Europe chamboulée par la Révolution française et les conquêtes de l'empereur Napoléon Ier. Et enfin, notre sujet à nous, la série de traités de paix qui doivent enfin conclure la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Ce qui fut signé le 11 novembre 1918, bien que consacrant la défaite allemande, ça n'en reste pas moins un simple armistice, une suspension des combats entre l'Allemagne et les Alliés. Ce n'est en aucun cas la paix et les combats pourraient reprendre. Et nous verrons dans un prochain épisode qu'on est passé très près d'une reprise des combats. Mais il s'est passé plusieurs mois entre la fin des combats et la signature du traité de paix de Versailles le 28 juin 1919. Sans compter les autres traités de paix qui ont concerné les alliés de l'Allemagne. L'Autriche a signé le traité de Saint-Germain-en-Laye le 11 septembre 1919. La Bulgarie a signé le traité de Neuilly-sur-Seine le 27 novembre, la Hongrie le traité de Trianon le 4 juin 1920, et la Turquie le traité de Sèvres le 10 août 1920. Le 10 août 1920 ? Presque 2 ans après l'armistice de Mudros, signé le 30 octobre 1918. Il y a ainsi plusieurs années de travaux sur les questions frontalières, ethniques, financières et juridiques, qui ont également vu bon nombre de débats et de négociations, parfois musclés, sans compter les débats de politique intérieure de chaque pays. Mais déjà, alors que l'armistice était signé le 11 novembre 1918, les travaux de la conférence de paix, dont il fut décidé qu'elle se tiendrait à Versailles, ne débutèrent que le 12 janvier 1919. Alors, pourquoi ce retard de 2 mois ? Il y a déjà un facteur pratique. L'avancée des troupes alliées n'est pas rapide. Gand, en Belgique, est libéré le 11 novembre, mais Bruxelles ne l'est que le 22 novembre. Les Français entrent à Strasbourg le 22 novembre, et ce n'est que le 1er décembre qu'ils entrent en Rhénanie. En plus, il faut tenir compte que durant l'hiver 1918-1919, l'Europe est en plein chaos politique à la suite de l'écroulement des grands empires d'Autriche-Hongrie, de l'Empire ottoman et de l'Empire allemand. Des tensions apparaissent entre les nouveaux États d'Europe, des guerres éclatent, les nouvelles forces politiques se déchirent au sein même de ces nouveaux États, le tout aggravé par la vague épidémique due à la grippe espagnole. Oui, comme si la guerre ne suffisait pas, l'Europe a également dû faire face à cette maladie qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Enfin, le président Woodrow Wilson, un des 4 grands de la conférence de paix et premier président des États-Unis d'Amérique en exercice à se rendre en Europe, effectua une tournée d'1 mois en France, au Royaume-Uni et en Italie pour pouvoir jauger l'opinion publique. Ceci explique en partie pourquoi il a fallu attendre le 12 janvier pour assister au début des travaux de la conférence. Les organisateurs se sont mis d'accord pour constituer un conseil des 10, se réservant les questions les plus importantes, décidant des grandes lignes des traités et comprenant les 5 grandes puissances qui ont vaincu les empires centraux. Il s'agit de 2 délégués de chacune des grandes puissances suivantes: la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis et le Japon. Pour éviter de se perdre, les 26 autres pays vainqueurs, considérés comme petites ou moyennes puissances, ne sont consultés que sur des sujets qui le concernent directement, chacun ayant des revendications bien spécifiques. Enfin, il ne faut pas oublier les 52 commissions et sous-commissions d'experts chargés de travailler à retracer les frontières, établir les responsabilités de chacun et les réparations à effectuer. Et dans tout ça, quels sont les buts de chacune des puissances du Conseil des 10 ? Les États-Unis sont en position de force. Les alliés européens se sont massivement endettés envers eux. C'est vers les États-Unis que les Allemands se sont tournés pour leur demande d'armistice, et c'est en partie grâce aux troupes américaines que la victoire a été possible. C'est donc sur leur but de guerre que va se baser en grande partie les traités de paix, à savoir les 14 points de Wilson. En résumé, ils demandent
la liberté de navigation, l'abaissement des frais de douane, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la fin des occupations militaires du fait de guerre, la restauration des souverainetés, réajuster les frontières, la fin de la diplomatie secrète et la mise en place d'une Ligue des Nations. C'est d'ailleurs la constitution du texte fondateur de cette Ligue des Nations qui va occuper les 3 premières semaines du travail du Congrès de paix de Versailles. Cette Ligue, la Société des Nations, doit éviter les conflits futurs. Mais elle n'a pas à se mêler de la politique intérieure de ses membres. Le texte fondateur de la Société des Nations va se retrouver inclus dans chaque texte des traités de paix. Après, pour les États-Unis, les causes l'ayant poussé à déclarer la guerre à l'Allemagne sont déjà techniquement réglées. La flotte sous-marine allemande n'existe plus et peu de chances que le Mexique, qui avait déjà du mal contre une armée américaine de 100 000 hommes sous-équipés, entre en guerre contre les États-Unis qui comptent désormais 4 millions de soldats suréquipés. Alors, soulignons que le Mexique n'avait jamais songé à entrer en guerre contre les États-Unis. Bref. Et pour le Royaume-Uni ? Eh bien, c'est un peu pareil. Ces buts de guerre sont également atteints avant même de travailler sur le traité de paix. L'indépendance de la Belgique est restaurée, la flotte de la haute mer allemande, la rivale de la Royal Navy en Europe, est sous bonne garde à Scapa Flow, en Écosse. Le reste ne sera, pour le Royaume-Uni, que du bonus. Mais qu'en est-il des buts de guerre de la France ? Elle occupe déjà l'Alsace-Lorraine et n'a pas attendu le traité de paix pour l'administrer directement. Mais il reste son besoin de sécurité, parce qu'elle fait certes partie des vainqueurs, mais le nord de la France est dévasté et elle compte 1 400 000 morts face à une Allemagne qui n'a connu la guerre sur son territoire que de manière très marginale et qui reste bien plus peuplée. Clémenceau cherche donc à affaiblir la puissance allemande au maximum, car il pourrait se passer quelque chose d'assez paradoxal. L'Allemagne pourrait sortir de la guerre vaincue, mais plus puissante qu'avant la guerre. En effet, avec la disparition de l'Autriche-Hongrie et l'effacement de la Russie, l'Allemagne se retrouverait sans contrepoids à l'Est et en profiterait. Il va de soi que Clémenceau ne veut ça à aucun prix. Et l'Italie dans tout ça. Pour ce pays, c'est simple. Les Italiens demandent les terres irrédentes, des territoires alpins et dans la mer Adriatique, qui, selon eux, avaient un lien historique ou ethnique avec l'Italie et qui devaient leur revenir. Ceci leur fut promis par l'accord secret de Londres de 1915, et les avait décidés à entrer en guerre du côté des Alliés. Enfin, le Japon. Sa place vient essentiellement du fait que c'est un allié du Royaume-Uni, malgré sa participation limitée au conflit. L'Empire du Soleil Levant veut officialiser ses conquêtes des îles allemandes du Pacifique pour étendre son influence, mais également accroître son influence en Chine en récupérant officiellement la ville de Tsingtao. Les délégués japonais veulent également faire inscrire l'égalité raciale dans les statuts de la Société des Nations. Et la Russie. Où donc est passé cet immense pays qui a combattu à l'est de l'Europe durant 3 ans ? Après tout, l'armistice du 11 novembre a rendu caduc le traité de Brest-Litovsk, qui consacrait la victoire des Allemands sur la Russie. C'est qu'à l'heure où à Versailles on s'évertue à retracer les frontières du monde, la Russie est en pleine guerre civile entre le gouvernement bolchevique de Lénine d'un côté et les différents chefs des armées blanches de l'autre, avec, pour ne citer que quelques-uns des plus célèbres, l'amiral Kolchak, le général Yudenich ou le général Denikin. Sans parler de l'Ukraine qui lutte pour son indépendance et qui doit louvoyer entre l'alliance de circonstances avec la Pologne, dissensions internes entre les royalistes, les anarchistes et les communistes, et les combats acharnés contre les communistes. Alors, il y a bien eu une tentative de conciliation de la part des Alliés entre blancs et rouges, mais elle n'a pas abouti du fait du refus de parlementer des généraux blancs. Mais la situation en Russie inquiète des Alliés qui craignent la contagion bolchevique, que semble d'ailleurs effectivement confirmer la proclamation de la République soviétique hongroise en mars 1919. Comme il n'est effectivement pas possible de ne rien faire, les Alliés ont bien envoyé des contingents de soldats sur place et ont appuyé les armées blanches par des livraisons d'armes. Mais les États-Unis n'ont pas envie de s'impliquer dans une guerre en Russie, alors que le Royaume-Uni et la France sont trop épuisés par 4 années de guerre. Mais voilà, c'est essentiellement du fait de l'instabilité en Russie que les Russes sont absents. On l'a vu, les buts de guerre des Alliés et leurs associés américains sont très différents, sans jamais aller jusqu'à réellement s'opposer. Mais ces différences n'ont pas facilité les négociations. Celles-ci ont fini par se durcir alors que les diverses commissions continuent à travailler sur tous les traités, retraçant les frontières, définissant les montants des réparations à payer et les responsabilités de chacun. En mars, les désaccords entre les Alliés sur la frontière occidentale de la Pologne a souligné le glas du Conseil des 10. On a créé alors le Conseil des 4, qui devient l'organe suprême de décision de la conférence de paix et regroupant les seuls Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, David Lloyd George et Vittorio Orlando, excluant de fait le Japon. Mais le résultat le plus visible, c'est qu'en quelques semaines, le traité, dont on ne sait pas encore s'il est un traité préliminaire avant des négociations avec l'Allemagne, ou s'il est définitif, est entièrement rédigé. Mais avant d'arriver là, il a fallu aborder des questions plus qu'épineuses. Il y avait la question du montant des réparations que l'Allemagne devait payer,
et leur répartition entre les pays victimes des dévastations de la guerre. De plus, Lloyd George et Woodrow Wilson souhaitaient réintégrer rapidement l'Allemagne dans le système économique mondial, ce dont une Allemagne trop affaiblie serait incapable. De ce fait, ils considèrent qu'il y a contradiction entre la demande française d'une Allemagne durablement affaiblie, mais quand même contrainte de payer de très lourdes réparations dont le montant fut finalement fixé plus tard. Il fut également question du statut de la Sarre, que la France souhaitait annexer, et de l'occupation militaire de la Rhénanie. Finalement, après de difficiles négociations qui s'échelonnèrent de la mi-mars à la mi-avril, il fut décidé que la Sarre serait administrée par la Société des Nations et ses mines de charbon par la France. La Rhénanie restait démilitarisée et occupée pour un maximum de 15 ans, contre la promesse donnée par Woodrow Wilson et Lloyd George d'une alliance défensive des États-Unis et du Royaume-Uni avec la France en cas d'agression de la part de l'Allemagne. Et tout ça sans que les Allemands puissent participer à la négociation. Pourtant, au départ, il était effectivement prévu un traité provisoire en attendant les négociations avec les Allemands dans le but d'écrire le traité de paix définitif. Mais les choses ont fini par changer. Le traité rédigé par les Alliés serait le traité définitif et les vaincus n'auraient plus le droit qu'à faire des remarques par écrit. Libre ensuite aux Alliés d'en tenir compte ou non. Alors, pourquoi ce changement? Déjà parce que le temps commençait à manquer et il fallait mettre un terme officiel à la guerre. Ensuite parce que les Alliés avaient bien pris conscience de leurs propres divergences et ne souhaitaient pas que les Allemands profitent lors d'éventuelles négociations pour un traité définitif. Finalement, on ne laissa aux vaincus que quelques concessions marginales sans plus. Et ça, que ce soit pour les Allemands, les Autrichiens, les Hongrois, les Bulgares ou les Turcs. Et les premiers contraints à signer un traité de paix, ce furent les Allemands.